Les masses n'ont jamais soif de vérité. Elles se détournent des preuves qui ne sont pas à leur goût, préférant déifier l'erreur si l'erreur les séduit. Celui qui peut leur fournir des illusions est facilement leur maître. Celui qui tente de détruire leurs illusions est toujours leur victime. Selon le psychologue Carl Jung, la plus grande menace pour la civilisation ne réside pas dans les forces de la nature, ni dans aucune maladie physique, mais dans notre incapacité à gérer les forces de notre propre psyché. Nous sommes nos propres pires ennemis, ou, comme le dit le proverbe latin, l'homme est un loup pour l'homme. Dans Civilisation en transition, Jung affirme que ce proverbe est une triste mais éternelle lapalissade, et que nos tendances de loup se manifestent surtout à ces moments de l'histoire où, dans une société, la maladie mentale devient la norme plutôt que l'exception. Une situation que Jung a appelée une épidémie psychique. En effet, il devient de plus en plus évident, écrit-il, que ce n'est pas la famine, ni les tremblements de terre, ni les microbes, ni les cancers, mais l'homme lui-même qui représente le plus grand danger pour l'homme. Pour la simple raison qu'il n'existe pas de protection adéquate contre les épidémies psychiques, qui sont infiniment plus dévastatrices que la pire des catastrophes naturelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer la plus dangereuse de toutes les épidémies psychiques, la psychose de masse. Une psychose de masse est une épidémie de folie, et elle se produit lorsqu'une grande partie de la société perd le contact avec la réalité et sombre dans le délire. Un tel phénomène ne relève pas de la fiction. Deux exemples de psychose de masse sont les chasses aux sorcières américaines et européennes des XVIe et XVIIe siècles et la montée du totalitarisme au XXe siècle. Pendant les chasses aux sorcières, des milliers d'individus, principalement des femmes, ont été tués, non pas pour des crimes qu'ils avaient commis, mais parce qu'ils étaient devenus les boucs émissaires de sociétés devenues folles. Dans certains villages suisses, écrit Frances Hill, il ne restait pratiquement plus de femmes vivantes après que la frénésie ait fini par s'éteindre, épuisées. Lorsqu'une psychose de masse se produit, les résultats sont dévastateurs. Jung a étudié ce phénomène et a écrit que les individus qui composent la société infectée deviennent moralement et spirituellement inférieurs. Ils s'abaissent inconsciemment à un niveau intellectuel inférieur. Ils deviennent plus déraisonnables, irresponsables, émotionnels, erratiques et peu fiables. Et, pire que tout, les crimes que l'individu seul ne pourrait jamais supporter sont librement commis par le groupe, frappé par la folie. Ce qui rend les choses encore pires, c'est que ceux qui souffrent d'une psychose de masse n'ont pas conscience de ce qui se passe. De même qu'un individu atteint de folie ne peut sortir de son esprit pour observer ses erreurs, il n'existe pas non plus de point d'Archimède, à partir duquel ceux qui vivent une psychose de masse peuvent observer leur folie collective. Mais quelles sont les causes d'une psychose de masse? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord explorer ce qui rend un individu fou. Bien qu'il existe de nombreux déclencheurs potentiels de la folie, comme une consommation excessive de drogue ou d'alcool, des lésions cérébrales et d'autres maladies, ces causes physiques ne nous concernent pas ici. Nous nous intéresserons plutôt aux facteurs psychologiques, ou ce que l'on appelle les déclencheurs psychogéniques, car ceux-ci sont les coupables les plus courants de la psychose de masse. La cause psychogène la plus répandue d'une psychose est un flot d'émotions négatives, telles que la peur ou l'anxiété, qui plonge l'individu dans un état de panique. Lorsqu'il est dans un état de panique, l'individu cherche naturellement à se soulager, car il est trop épuisant mentalement et physiquement de subsister dans cet état hyper-émotionnel. Bien qu'il soit possible d'échapper à l'état de panique par des moyens adaptés, comme faire face à la menace génératrice de peur et la vaincre, une autre façon de s'en sortir est de subir une rupture psychotique. Une rupture psychotique n'est pas une descente dans un état de plus grand désordre, comme beaucoup le croient, mais une réorganisation de son monde empirique qui mêle réalité et fiction, ou illusion et réalité, d'une manière qui aide à mettre fin au sentiment de panique. Silvano Arietti, l'une des plus grandes autorités du XXe siècle en matière de schizophrénie, explique les étapes psychogéniques qui mènent à la folie. Il y a tout d'abord la phase de panique, lorsque le patient commence à percevoir les choses d'une manière différente, est effrayé à cause de cela, semble confus et ne sait pas comment expliquer les choses étranges qui se produisent. L'étape suivante est ce qu'Arietti appelle une phase d'intuition psychotique, par laquelle un individu réussit à assembler les choses en concevant une façon pathologique de voir la réalité, ce qui lui permet d'expliquer ses expériences anormales.
Ce phénomène est appelé insight parce que le patient finit par voir un sens et des relations dans ses expériences. Mais cette intuition est psychotique parce qu'elle est basée sur des illusions et non sur des façons adaptatives et vitales de se rapporter aux menaces qui ont précipité la panique. Les illusions, en d'autres termes, permettent à un individu paniqué d'échapper au flot d'émotions négatives, mais au prix d'une perte de contact avec la réalité. C'est pourquoi, selon Rigetti, la crise psychotique peut être considérée comme une façon anormale de faire face à un état d'anxiété extrême. Si un flot d'émotions négatives, déclenchant la panique chez un individu faible et vulnérable, peut déclencher une rupture psychotique, alors une psychose de masse peut résulter lorsqu'une population d'individus faibles et vulnérables est poussée dans un état de panique par des menaces réelles, imaginaires ou fabriquées. Mais comme les délires peuvent prendre de nombreuses formes et comme la folie peut se manifester d'innombrables façons, la manière spécifique dont se déroule une psychose de masse diffère en fonction du contexte historique et culturel de la société infectée. Mais dans l'ère moderne, c'est la psychose de masse du totalitarisme qui semble être la plus grande menace. Le totalitarisme, écrit Arthur Vers Lewis, est le phénomène moderne d'un pouvoir d'État total et centralisé, associé à l'effacement des droits de l'homme individuel. Dans l'État totalitaire, il y a ceux qui sont au pouvoir, et il y a les masses objectivées, les victimes. Dans une société totalitaire, la population est divisée en deux groupes, les gouvernants et les gouvernés, et les deux groupes subissent une transformation pathologique. Les dirigeants sont élevés à un statut presque divin, ce qui est diamétralement opposé à notre nature d'êtres imparfaits, facilement corrompus par le pouvoir. Les masses, d'un autre côté, sont transformées en sujets dépendants de ces dirigeants pathologiques et prennent un statut psychologiquement régressif et enfantin. Hannah Arendt, l'une des plus éminentes spécialistes du XXe siècle de cette forme de pouvoir, a appelé le totalitarisme une tentative de transformation de la nature humaine elle-même. Mais cette tentative de transformation ne fait que transformer les esprits sains en esprits malades, car, comme l'a écrit le médecin néerlandais qui a étudié les effets mentaux de la vie sous le totalitarisme, il y a en fait beaucoup de choses qui sont comparables entre les réactions étranges des citoyens du totalitarisme et de leur culture dans son ensemble d'une part, et les réactions du schizophrène malade de l'autre. La transformation sociale qui se déploie sous le totalitarisme est construite sur et soutenue par des illusions, car seuls les hommes et les femmes trompés régressent au statut enfantin de sujets obéissants et soumis et cèdent le contrôle total de leur vie aux politiciens et aux bureaucrates. Seule une classe dirigeante trompée croira qu'elle possède la connaissance, la sagesse et la perspicacité pour contrôler complètement la société d'une manière descendante. Et ce n'est que sous le charme des illusions que l'on peut croire qu'une société composée de dirigeants assoiffés de pouvoir, d'une part, et d'une population psychologiquement régressée, d'autre part, mènera à d'autres choses qu'à la souffrance de masse et la ruine sociale. Mais qu'est-ce qui déclenche la psychose du totalitarisme ? Comme nous l'avons expliqué dans les vidéos précédentes de cette série, la psychose de masse du totalitarisme commence par la classe dirigeante d'une société. Les individus qui composent cette classe, des politiciens, des bureaucrates et des capitalistes en connivence, sont très enclins aux illusions qui augmentent leur pouvoir. Et aucune illusion n'est plus attrayante pour les personnes avides de pouvoir que l'illusion qu'elles peuvent et doivent contrôler et dominer la société. Lorsqu'une élite dirigeante est possédée par une idéologie politique de ce type, qu'il s'agisse de communisme, de fascisme ou de technocratie, l'étape suivante consiste à amener une population à accepter ces règles en l'infectant avec la psychose de masse du totalitarisme. Cette psychose a été induite à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. L'histoire, comme l'explique Mirlo, c'est simplement une question de réorganisation et de manipulation des sentiments collectifs d'une manière appropriée. La méthode générale par laquelle les membres d'une élite dirigeante peuvent accomplir cette fin est appelée menticide, l'étymologie de ce mot étant un meurtre de l'esprit. Et comme Mirlo l'explique plus loin, le menticide est un vieux crime contre l'esprit humain, mais systématisé une nouvelle fois. C'est un système organisé d'intervention psychologique et de perversion judiciaire, par lequel une classe dirigeante peut imprimer ses propres pensées opportunistes sur l'esprit de ceux qu'il prévoit d'utiliser et de détruire.
Préparer une population au crime de menticide commence par l'instauration de la peur. Quand un individu est inondé d'émotions négatives comme la peur ou l'anxiété, il est préparé à une descente dans les croyances délirantes d'une psychose. Les menaces réelles, imaginaires ou fabriquées peuvent être utilisées pour semer la peur. Mais une technique particulièrement efficace pour atteindre cet objectif consiste à utiliser des vagues de terreur. Avec cette technique, la semence de la peur est échelonnée avec des périodes de calme, mais chacune de ces périodes de calme est suivie par la fabrication d'une vague de peur encore plus intense. Et ainsi de suite, le processus continue. Ou, comme l'écrit Merleau, chaque vague de terreur crée ses effets plus facilement après une période de respiration que celle qui l'a précédée, parce que les gens sont encore perturbés par leur expérience précédente. La moralité devient de plus en plus basse et les effets psychologiques de chaque nouvelle campagne de propagande se renforcent, atteignant un public déjà ramolli. Si la peur prépare une population au menticide, l'utilisation de la propagande pour répandre la désinformation et la confusion quant à la source des menaces et de la nature de la crise contribue à briser l'esprit des masses. Les responsables gouvernementaux et leurs laquais dans les médias peuvent utiliser des rapports contradictoires, des informations insensées et même des mensonges flagrants, car plus ils sèment la confusion, moins la population sera capable de faire face à la crise et d'atténuer sa peur de manière rationnelle et adaptée. La confusion, en d'autres termes, augmente la susceptibilité d'une chute dans les délires du totalitarisme, ou, comme l'explique Merleau, on peut répondre à la logique par la logique, mais pas à l'illogisme. Il déroute ceux qui pensent droit. Les gros mensonges et les absurdités répétées de façon monotone ont plus d'attrait émotionnel que la logique et la raison. Alors que les gens cherchent toujours un contre-argument raisonnable au premier mensonge, les totalitaires peuvent les attaquer avec un autre. Jamais auparavant dans l'histoire, des moyens aussi efficaces ont existé pour amener une société dans la psychose du totalitarisme. Les téléphones intelligents et les médias sociaux, la télévision et l'Internet, le tout en conjonction avec les bots qui diffusent la propagande et les algorithmes qui censurent rapidement le flux d'informations indésirables, permettent aux personnes au pouvoir d'agresser facilement l'esprit des masses. De plus, la nature addictive de ces technologies signifie que de nombreuses personnes se soumettent volontairement à la propagande de l'élite dirigeante avec une fréquence remarquable. La technologie moderne, explique Merleau, apprend à l'homme à considérer comme acquis le monde qu'il regarde. Et il ne prend pas le temps de se retirer et de réfléchir. La technologie l'attire, l'entraîne dans ses rouages et ses mouvements. Pas de repos, pas de méditation, pas de réflexion, pas de conversation. Les sens sont continuellement surchargés de stimuli. L'homme n'apprend plus à s'interroger sur son monde. L'écran lui offre des réponses toutes faites. Mais il y a une étape supplémentaire que les dirigeants totalitaires en puissance peuvent franchir pour augmenter les chances d'une psychose totalitaire. C'est d'isoler les victimes et de perturber les interactions sociales normales. Lorsqu'il est seul et sans interaction normale avec les amis, la famille et les collègues, l'individu devient beaucoup plus sensible au délire pour plusieurs raisons. Premièrement, il perd le contact avec la force corrective de l'exemple positif, car tout le monde n'est pas dupé par les machinations de l'élite dirigeante. Et les individus qui voient à travers la propagande peuvent aider à libérer d'autres de l'assaut menticide. Si, cependant, l'isolement est imposé, la puissance de ces exemples positifs diminue considérablement. Mais une autre raison pour laquelle l'isolement augmente l'efficacité du menticide est que les êtres humains, comme beaucoup d'autres espèces, sont plus facilement conditionnés dans de nouveaux schémas de pensée et de comportement lorsqu'ils sont isolés. Ou, comme Merleau l'explique, à propos des travaux du physiologiste Ivan Pavlov sur le conditionnement comportemental. Pavlov a fait une autre découverte importante. Le réflexe conditionné pouvait être développé plus facilement dans un laboratoire calme, avec un minimum de stimuli perturbateurs. Tout dresseur d'animaux le sait par expérience. L'isolement et la répétition patiente des stimuli sont nécessaires pour apprivoiser les animaux sauvages. Les totalitaires ont suivi cette règle. Ils savent qu'ils peuvent conditionner leurs victimes politiques plus rapidement si elles sont maintenues dans l'isolement. Seule, désorientée et battue par des vagues de terreur, une population attaquée par un menticide descend dans un état désespéré et vulnérable.
Le flot incessant de propagande transforme des esprits autrefois capables d'une pensée rationnelle en un terrain de jeu pour des forces irrationnelles. Et avec un chaos tourbillonnant autour d'eux et en eux, les masses aspirent à un retour à un monde plus ordonné. Les totalitaires en puissance peuvent maintenant faire le pas décisif. Ils peuvent offrir une porte de sortie et un retour à l'ordre dans un monde qui semble aller rapidement dans la direction opposée. Mais tout cela a un prix. Les masses doivent renoncer à leur liberté et céder le contrôle de tous les aspects de la vie à l'élite dirigeante. Elles doivent renoncer à leur capacité à être des individus autonomes et responsables de leur propre vie et devenir des sujets soumis et obéissants. Les masses, en d'autres termes, doivent descendre dans les délires de la psychose totalitaire. Les systèmes totalitaires du XXe siècle représentent une sorte de psychose collective. Que ce soit progressivement ou soudainement, la raison et la décence humaine commune ne sont plus possibles dans un tel système. Il n'y a qu'une atmosphère de terreur omniprésente et une projection de l'ennemi que l'on imagine être au milieu de nous. Ainsi, la société se retourne contre elle-même, poussée par les autorités dirigeantes. Mais l'ordre d'un monde totalitaire est un ordre pathologique. En imposant une stricte conformité et en exigeant une obéissance aveugle de la part des citoyens, le totalitarisme prive le monde de la spontanéité qui produit de nombreuses joies de la vie et de la créativité qui fait avancer la société. Le contrôle total de cette forme de gouvernement, quel que soit le nom qu'on lui donne, qu'il soit le fait de scientifiques et de médecins, de politiciens et de bureaucrates ou d'un dictateur, engendre la stagnation, la destruction et la mort à grande échelle. Et donc peut-être que la question la plus importante à laquelle le monde est confronté est de savoir comment prévenir le totalitarisme. Et si une société a été induite dans les premiers stades de cette psychose de masse, les effets peuvent-ils être inversés? Bien que l'on ne puisse jamais être sûr du pronostic d'une folie collective, il existe des mesures qui peuvent être prises pour aider à effectuer une guérison. Cette tâche, cependant, nécessite de nombreuses approches différentes de la part de nombreuses personnes. Car tout comme l'attaque menaçante est multiple, la contre-attaque doit l'être aussi. Selon Carl Jung, pour ceux d'entre nous qui souhaitent aider à ramener la raison dans un monde fou, la première étape est de mettre de l'ordre dans nos propres esprits et de vivre d'une manière qui inspire les autres à suivre. Ce n'est pas pour rien que notre époque réclame la personnalité rédemptrice, celle qui peut s'émanciper de l'emprise de la psychose collective et sauver au moins sa propre âme, qui allume une lueur d'espoir pour les autres en proclamant qu'il y a au moins un homme qui a réussi à s'extraire de l'identification fatale avec la psyché du groupe. Mais en supposant que l'on vive sans l'emprise de la psychose, il y a d'autres étapes à franchir. D'autres mesures peuvent être prises. L'information qui contrecarre la propagande doit être diffusée aussi loin et aussi rapidement que possible, car la vérité est plus puissante que la fiction et les faussetés colportées par les dirigeants totalitaires en puissance. Et leur succès dépend donc en partie de leur capacité à censurer la libre circulation de l'information. Une autre tactique consiste à recourir à l'humour et au ridicule pour délégitimiser l'élite au pouvoir, comme l'explique Merleau. Nous devons apprendre à traiter les démagogues et les aspirants dictateurs qui se trouvent parmi nous avec l'arme du ridicule. Le démagogue lui-même est quasi incapable de faire de l'humour d'aucune sorte, et si nous le traitons avec humour, il commencera à s'effondrer. Une tactique recommandée par Václav Havel, un dissident politique sous le régime communiste soviétique, qui devint plus tard président de la Tchécoslovaquie, est de construire ce que l'on appelle des structures parallèles. Une structure parallèle est toute forme d'organisation, d'entreprise, d'institution, de technologie ou de recherche créative qui existe physiquement dans une société totalitaire, mais moralement en dehors de celle-ci. Dans la Tchécoslovaquie communiste, Havel a noté que ces structures parallèles étaient plus efficaces pour combattre le totalitarisme que l'action politique. En outre, lorsque suffisamment de structures parallèles sont créées, une deuxième culture ou une société parallèle se forme spontanément et fonctionne comme une enclave de liberté et de bon sens dans un monde totalitaire. Ou comme Havel l'explique dans son livre « The Power of the Powerless », qu'est-ce que des structures parallèles sinon un espace où l'on peut vivre une vie différente?
et une vie qui est en harmonie avec ses propres objectifs et qui, à son tour, se structure en harmonie avec ses objectifs. Qu'est-ce que ces premières tentatives d'auto-organisation sociale, sinon les efforts d'une certaine partie de la société pour se débarrasser des aspects auto-entretenus du totalitarisme et par conséquent de s'extraire radicalement de sa participation au système totalitaire. Mais par-dessus tout, ce qui est nécessaire pour empêcher une descente complète dans la folie du totalitarisme, c'est l'action du plus grand nombre de personnes possible. En effet, tout comme l'élite au pouvoir ne reste pas passive, mais prend des mesures délibérées pour accroître son pouvoir, de même, un effort actif et concerté doit être fait pour amener le monde dans la direction de la liberté. Cela peut représenter un immense défi dans un monde en proie aux illusions du totalitarisme. Mais comme Thomas Paine l'a noté, la tyrannie, comme l'enfer, n'est pas facile à vaincre. Mais nous avons cette consolation que plus le conflit est dur, plus le triomphe est glorieux.